Bonjour à tout le monde, je me présente, Baliraël, je suis kinésithérapeute à Strasbourg et aujourd'hui je fais ce petit cas clinique parce que j'ai eu à prendre ma petite sœur en charge suite à un accident de la route au poignet et du coup elle s'est faite opérer, elle est venue en vacances chez moi et bah, je me suis dit pourquoi pas tracer un petit peu ma façon d'opérer, ma façon de visualiser la chose et de la prendre en charge. Donc, il faut savoir que déjà, elle fait une fracture déplacée du quart distal du radius et elle se fait opérer pour ça. Ils lui font une ostéosynthèse avec une plaque. Donc, moi, je ne suis pas formé au niveau du poignet. Ça veut dire que j'ai pas suivi de formation spécifique par rapport à ça. Je suis diplômé de 2024 et là, je suis dans un cursus de kiné du sport avec Calif. Et ben, je me rends compte que le poignet, c'est pas forcément une articulation qui est beaucoup vue dans les formations un peu généralistes kiné du sport, même si ça reste de très bonnes formations. L'articulation du poignet et du coude en général, c'est un petit peu passé brièvement dessus. Donc voilà. Là, c'est les étapes, le processus que je réalise consciemment et inconsciemment parce qu'il y a des choses auxquelles je suis revenu dessus après avoir agi. Mais en tout cas, pour vous mettre dans le bain, elle se fait opérer à La Réunion, elle arrive en France et moi pendant ce temps, eh ben, je prépare le terrain. Donc c'est avant qu'on se voit. Et en général, avec un patient, c'est le jour J, le jour du bilan. Eh ben, il y aura plein d'infos qu'on va pas forcément maîtriser, mais le but, c'est d'aller chercher de soi-même et c'est un peu ce que j'ai fait. Donc, bah, première étape, c'est quoi, quand, où, qui. Donc, c'est un peu poser le contexte. Deuxième étape, eh ben, c'est quel OPL a eu, quelles sont les voies de passage et quel impact ça a d'être opéré à ce niveau-là. Ensuite, bien sûr, bah, je vais prendre en compte les consignes post-opératoires parce que primum non nocere. Donc, même si je veux optimiser sa rééducation et qu'elle aille le plus mieux possible, le plus vite possible, et ben en premier, il ne faut pas que je lui cause du tort. Et j'ai mis une partie pour la cicatrice parce que ben je me suis confronté à ça là, ou en tout cas j'ai fait beaucoup plus attention à ça avec la localisation de la cicatrice. Donc on attaque. Anamnèse. La date de l'intervention, du coup, c'est le 21 septembre 2025. Accident de la voie publique. Elle a fait une chute en trottinette. À quel niveau? Au niveau du poignet gauche. Donc, la date de l'intervention, c'est la date de l'opération. C'était 2 jours après l'accident parce qu'il n'y avait plus de place aux urgences. Elle est droitière, donc déjà, c'est chouette. Bon, ça reste une fracture et une opération au poignet gauche, mais elle est droitière. Fracture du un quart distal du radius, comminutive, articulaire. Donc, c'est une fracture intra-articulaire. Et comminutive, eh ben, j'avais la définition. Mais si je dis pas de bêtises, c'est un trait de fracture net, quoi. Je suis pas sûr de ce que j'avance, mais je pense que c'est ça. En tout cas, de ce que j'avais vu à la radio, c'était comme ça. Donc l'intervention, c'est une réduction et une ostéosynthèse par plaque antérieure. J'ai eu de la chance d'avoir le détail de l'intervention, là, dans l'image que vous voyez en bas à gauche, euh, quant à l'opération. Donc, eh ben, moi, je connais pas ça. Le poignet, c'est pas mon articulation que je maîtrise le mieux, mais on s'adapte, on soigne tout le monde, et je vais m'intéresser à ce qui s'est passé. Donc, incision en regard du fléchisseur radial du carpe, selon la voie de Henry. Ok, déjà, c'est quoi la voie de Henry? Je suis allé faire un petit peu mes recherches. Et en gros, c'est la voie préférentielle du radius. En antérieur, parce qu'il y a une voie postérieure aussi. Donc là, enfin, je ne l'ai pas mis ici, mais la voie de Henry, en fait, de base, comment ça a été décrit, la façon traditionnelle, ça prenait vraiment tout l'avant-bras, du moins presque. Mais maintenant, ils font ça en mini-invasif ou micro-invasif. C'est mini-invasif, je crois. Et du coup, la cicatrice est beaucoup plus petite. Vous la verrez après. Donc, eh ben, il y a une incision, il y a une dissection superficielle, une dissection profonde. Dans la superficielle, ce qui se passe, eh ben, en gros, ils identifient le bord médial du muscle brachioradial
Alors, j'ai tout noté. Je vais pas détailler ça tout de suite parce que en fait, j'en parle beaucoup après. Mais en gros, voilà, deux muscles à cet endroit, le long fléchisseur du pouce, le carré pronateur. Du coup, je regarde ce qui s'est passé dans l'opération, grosso modo, et des fois, ça peut changer un petit peu avec l'intervention. Donc, ils font la voie de Henry, ils passent en latéral ou du fléchisseur radial du carpe. Alors là, on s'imagine que quand on dit latéral, on part d'un point de vue érigé, du bonhomme debout érigé, là. Donc, la main est en supination. Ils ouvrent le carré pronateur, parce qu'en fait, le carré pronateur, il est juste sur la face antérieure en distal du radius, et il est entre l'articulation du radius et de l'ulna. Donc, ils ouvrent ce carré pronateur. Donc, en gros, moi, je regarde quel muscle a été un peu touché, lésé. Il y a une désinsertion partielle du muscle brachioradial. Ils foutent la plaque et après, ils referment. Donc, là, il y a quand même trois muscles qui ont été touchés. Qui dit muscle touché dit dégâts sur place, dit AMI, inhibition musculaire. Donc, tout ça, c'est à prendre en compte. Alors, là, du coup, la voie antérieure du radius, je me suis renseigné dessus. De toute façon, je reviens dessus après. Donc, on s'intéresse au distal, nous, et en gros, le passage, c'est entre le brachioradial, où ils ont fait une désinsertion partielle du muscle brachioradial. Donc, on sait que à ce niveau, au niveau tendineux, il y aura un travail à faire parce qu'il a été touché par l'opération. Et le fléchisseur radial du carpe. Donc, je suis même allé regarder sur YouTube et bon, c'est un peu dégueu. Bon, après, c'est une opération, c'est bien fait. Mais du coup, là, le grand tendon blanc que vous voyez là, c'est le fléchisseur radial du carpe. Et ils vont ouvrir entre ça et le brachioradial pour atteindre le radius. Et en gros, il y aura tout de suite le carré pronateur. De toute façon, on le voit ici. Voilà. Donc, radius ici, ulna ici, le sujet en position debout, érigé en supination de la main. Ça, c'est la luxe qu'on voit ici. Je ne sais pas si on voit quand j'ai touché là. Et du coup, le carré pronateur, c'est un muscle très profond. C'est une des premières couches musculaires. Du coup, je me renseigne un peu sur ce muscle. Et là, on voit qu'il a un rôle important dans la biomécanique du poignet, car il est à la fois pronateur de l'avant-bras et stabilisateur de la radio-ulnaire distale. Donc, on vient foutre la plaque ici. Alors, vu d'ensemble, j'ai une belle appli, heureusement. Et du coup, on va aller tout de suite regarder ça sur mon appli. Alors. J'espère que ça va se mettre droit. Ok, bon. Et mon appli veut pas bouger. C'est pas grave, on reste sur 30 va. Donc, alors, quand je viens chercher ici, j'ai le carré pronateur. J'ai pas de souris malheureusement, mais j'ai le carré pronateur tout le plus profond. On a le radius là bien à gauche. Et le grand tendon en latéral du carré pronateur, c'est le brachioradial. Donc c'est ça qui vient de désinsérer. Ensuite, on a le fléchisseur profond du pouce, si je dis pas de bêtises. Parce que quand on vient voir ici... Non, le fléchisseur radial du carpe. Je vous dis des conneries, excusez-moi. Mais j'avais vu le fléchisseur radial du pouce. Donc un tiers distal, le long fléchisseur du pouce et le carré pronateur. Donc, alors, j'ai plus les noms là sous la tête. Mais du coup, si je dis pas de conneries, brachioradial. Alors ça c'est le fléchisseur radial du carpe. Et en dessous, je crois qu'on a le long fléchisseur du pouce. Donc le tendon médial au fléchisseur radial du carpe. Donc, sans être chirurgien, sans être un anatomiste parfait, je vois qu'est-ce qui est touché dans cette zone. Et après, je vais comparer avec mon bilan. Ou en tout cas, si dans mon bilan, je vois que ce muscle précisément, il est un peu dans les chaussettes, je fais le lien avec la zone où le chirurgien a travaillé.
et j'ai une explication rationnelle à ça. Donc c'est pour ça que j'aime faire ça. Maintenant, ok, j'ai compris le type d'OP, j'ai compris ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été touché, qu'est-ce qui est susceptible d'être inhibé. Maintenant, j'ai mon ordonnance tout à gauche, donc 20 séances de rééducation du poignet, ostéosynthèse, et en gros, à débuter à J0. Et ça, c'est important parce que ma petite sœur, elle arrive, elle sort du plâtre, et qu'est-ce qu'elle a le droit de faire, qu'est-ce qu'elle n'a pas le droit de faire? Il y a la cicatrice, ok, on va en revenir après, mais du coup, à débuter à J0, et il n'y a pas de consigne plus que ça. Et moi, dans ma tête, je me dis, mais attends, putain, il y a la cicatrice, est-ce que je peux venir mobiliser au niveau de la cicatrice sur flexion-extension du poignet, inclinaison radiale, inclinaison lunaire? Ils disent quand même qu'on peut tout de suite commencer à bosser le membre, ça c'est logique, bouger les doigts, c'est autorisé. Et remarque, interdiction de port de charge lourde ou de travail de force pendant 3 mois à partir du jour de l'opération. Bon, comme sur tout ordo, il y a des choses à prendre, des choses à pas forcément prendre. Parce que est-ce que serrer une balle de tennis, c'est un travail de force au début quand on est très inhibé? Bon, bref, un débat inutile. Donc, dans tous les cas, primum non nocere. Donc, je vais faire quelques recherches là, et du coup, l'avantage du traitement chirurgical, c'est que la prise en charge et la mobilisation de l'articulation peut être immédiate, et le désagrément de la chirurgie, ça peut être diminué par cette prise en charge précoce. Parce que comme l'os, comme il est fracturé, il va prendre environ 6 semaines à se reconsolider totalement, et avec la plaque, il est déjà collé l'un à l'autre. Donc la plaque, elle empêche qu'il y ait un déplacement secondaire. Alors, j'ai vu dans certains cas, il pouvait y avoir un déplacement secondaire. Donc, il ne faut pas forcer comme un bourrin non plus. Mais si tu respectes une douleur inférieure à 3-4 sur 10 pendant l'effort, après l'effort, que tu fais pas en sorte que l'articulation, qu'elle gonfle pendant la séance, après la séance, y a pas de souci à bosser. Donc, quel que soit le traitement médical entrepris, en respectant les délais de cicatrisation et de consolidation imposés, la rééducation doit débuter immédiatement avec comme objectif de soulager, mais également d'entretenir et de récupérer de l'amplitude articulaire. Donc, il n'y a pas de protocole tout fait, et heureusement, parce que tout le monde est différent. Mais du coup, toi, tu sais que tu peux mobiliser tout de suite, mais il ne faut pas être con. Ça veut dire qu'il faut respecter la douleur, comme j'ai dit. La cicatrice, on va en revenir après. On va en revenir tout de suite. Donc, ce qui pose souci au début, là, voilà, à J15, c'est l'infirmier qui vient lui enlever les pansements. Il vient enlever les pansements, il vient désinfecter tous les 2 jours. Et en gros, franchement, on a eu de la chance dans ce compte-rendu parce que, suite opératoire, mobilisation des doigts autorisée, réfection du premier pansement à J5, puis tous les 2 jours jusqu'à cicatrisation complète, ablation des fils ou agrafes à J15. Et là, c'était à J15, et au final, la cicatrice, elle a commencé à être belle, ça veut dire fermée et sans tache rouge, vraiment bien adhérée à J21, au bout de 3 semaines. Donc, y a les consignes cicatricielles, pas de soleil pendant 1 an, mettre quelque chose pour couvrir du coup le poignet. Quand t'enlèves, tu peux appliquer de la crème UV, 40, 50. Donc bref, je suis pas dermatologue, mais c'est quand même important de le savoir et de bien conseiller ton patient. Et du coup, c'est ça qui a posé le plus problème au début, c'est que la mobilité ne tient pas uniquement compte de la liberté articulaire, mais également à celle des tissus mous environnants. Donc ce qu'on a fait au début, on a commencé à enlever la telle à 1 semaine, la journée, parce que j'avais vu dans une étude qu'il n'y avait pas de grosse différence entre enlever à 1 semaine, à 2 semaines ou 3 semaines, mais que ceux qui enlevaient à 1 semaine récupéraient plus vite. Et il n'y a pas forcément plus de risques. Donc elle a dormi avec la telle pendant 2 semaines, mais la journée, au bout de 7 jours, elle a enlevé la telle. Et voilà. Et quand elle a enlevé la telle, on pouvait bosser la mobilisation au niveau du poignet, purement. Mais au début, c'est pas... Ils disent pas ça dans les études, mais après la vraie vie et la pratique, ça compte énormément. C'est que j'allais beaucoup dans le sens de la flexion,
et un peu moins dans le sens de l'extension pour pas trop étirer la cicatrice quand elle était encore quand il y avait encore les fils. Parce qu'en fait, c'était un fil résorbable au final et il est tombé à J18. Donc tant qu'il y avait le fil encore, je faisais pas le fou avec ça. Primum non nocere. Et voilà. Que dire de plus? Maintenant, on va passer au traitement.